Je suis donc ravie de vous voir aussi nombreux. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir donc Didier Courbet. Didier Courbet, professeur des universités, chercheur à l'Institut méditerranéen de sciences de l'information et de la communication, chargé de mission au ministère de la Santé et co-auteur du livre Connecté et heureux, du stress digital au bien-être numérique. Donc on va profiter de cette conférence pour aborder un sujet qui vous tient quand même tous à cœur, avec de nombreuses questions qui nous reviennent assez souvent sur la place des écrans, qui questionnent les parents à la fois, les professionnels. Donc quels usages, quelles précautions, quels effets sur notre santé et sur les apprentissages. Donc je laisse la place à Didier Courbet pour vous parler de tout ça. Merci Didier. Bien, bonjour. Alors avant de commencer, j'adresse mes remerciements à Isabelle Rose pour son invitation. Alors, donc, moi, effectivement, je suis professeur des universités à Aix-Marseille et je fais beaucoup de recherches sur les usages et les effets des écrans, globalement, ou du numérique, aussi bien du côté des enfants, des adolescents, que des adultes. Alors, je vais vous parler de ces trois types de publics dans cette conférence-là. Alors, je vais essayer de vous dresser un panorama de ce que les recherches scientifiques aujourd'hui disent sur, d'un côté, des effets qui seraient, entre guillemets, bénéfiques, et de l'autre côté, des effets qui seraient, entre guillemets, délétères. Alors, bien sûr, quand on travaille dans le domaine de la santé et du bien-être en recherche, on n'est pas manichéen. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais pour cette conférence, pour simplifier, je vais prendre les deux aspects. Donc, je vais commencer par les aspects bénéfiques pour la santé et le bien-être, et puis ensuite, j'irai voir du côté des aspects plus délétères concernant, de nouveau, la santé et le bien-être. Alors, je vais commencer tout de suite par les effets qui sont plutôt délétères, avec les éléments sur la santé physique. Alors, aujourd'hui, au niveau des recherches, que sait-on sur les aspects plutôt, entre guillemets, délétères, ou les liens délétères que l'on a avec la santé physique? Premier point, l'excès d'écran. Alors, je dis bien à chaque fois l'excès. Alors, on verra éventuellement ce que signifie ce terme d'excès, même s'il est très difficile à quantifier. Plus on est sur les écrans, plus on a un temps d'écran élevé et plus il y a des risques élevés d'avoir du surpoids et de l'obésité. La problématique pour les enfants et les adolescents, c'est qu'à terme, ce surpoids et cette obésité va être amené à croître, et ce qui peut amener à avoir de l'hypertension artérielle, du cholestérol, une mauvaise régulation par exemple du stress, des résistances à l'insuline et l'ensemble prédisposant à la fois aux maladies cardiovasculaires, au cancer et au diabète. Alors, sur les déterminants, le pourquoi est-ce que, quand on est sur les écrans, il y a une augmentation du risque de surpoids et d'obésité, il y en a principalement trois. Le premier sur lequel on travaille de plus en plus, c'est l'excès de publicité, notamment pour, entre guillemets, la malbouffe. Deuxième déterminant, deuxième facteur, c'est la sédentarité, même si celui-là n'est pas complètement clair. Et troisième point, c'est l'absence d'activité physique. Alors de nouveau ici, il y a des questions sur ces trois éléments et les débats ne sont pas encore complètement tranchés sur quel est le poids des uns et des autres. Deuxième grand risque pour la santé physique, ce sont les troubles du sommeil. Alors vous savez que l'utilisation des écrans 1 heure ou 2 avant le coucher peut amener à des troubles du sommeil, aussi bien en quantité de sommeil qu'en qualité de sommeil. Aujourd'hui, on estime qu'environ 1 à 2 heures de sommeil en moins sont causés par l'usage des écrans. La lumière bleue des écrans, vous le savez, est sans doute responsable, mais on se repose aujourd'hui des questions sur cette lumière bleue. Les preuves sur l'humain ne sont pas encore suffisamment élevées. On a des preuves sur les animaux. On s'oriente aussi de plus en plus sur les états d'excitation liés aux écrans par la suite. Donc ici, troubles du sommeil, on en est certain. Par contre, les déterminants précis sont encore à affiner. Troisième problème, c'est des problèmes de vision, notamment de myopie. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde sera myope si on fait trop d'écran, mais c'est essentiellement s'il y a une prédisposition génétique, effectivement, ça a été démontré, il y a une augmentation du nombre de myopies, il y aurait même une épidémie mondiale sur la planète de myopie, pour plusieurs raisons. Une des raisons notamment, c'est le manque de soleil, non pas de sommeil, de soleil. Autrement dit,
on incite de plus en plus à être dehors, à pourquoi pas utiliser des écrans dehors, à travailler dehors pour pouvoir être au contact du soleil. Ce n'est pas le seul déterminant, il y en a d'autres. Toujours dans les problèmes de vision, problème d'œil sec, vous le savez, de conjonctivite. Donc ça, c'est un problème qui est assez récurrent également. Problème d'audition, notamment c'est les ados qui écoutent très fortement la musique. Il y a, se dit, un manque d'études. Il semblerait que le son numérique soit un son qui soit un peu plus délétère que les sons qui ne sont pas numériques. Des troubles musculo-squelettiques, sans doute il y en a dans la salle et devant les écrans, là actuellement, qui en ont, des tendinites par exemple. On a remarqué aussi de la densité osseuse qui est réduite, autrement dit, des difficultés qui sont essentiellement causées par des aspects de relations essentiellement statiques, debout, sans mouvement. Donc, une des raisons, par exemple, une des causes, ça serait tout simplement de travailler debout, comme ce qu'on peut le faire ici. Ça serait une solution qui serait relativement intéressante. Et il existe des jolies tables qui se montent, qui se descendent. Et donc, je vous incite tous à travailler debout quand vous le pouvez, d'arrêter toutes les heures ou toutes les 2 heures, et notamment avec les élèves, le travail assis, de se lever, de marcher, etc. C'est un grand travail qu'on est en train de mener aujourd'hui à Santé publique France pour essayer de faire en sorte que, y compris dans les entreprises, il y ait cet aspect-là. Autre point, les accidents de la circulation sur les piétons qui consultent leur mobile. Au niveau des conducteurs, vous le savez, de plus en plus des accidents de la vie courante, des chutes à cause des selfies. Je recule, je veux me prendre en photo, et c'est la chute. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Des noyades, les parents qui sont sur le mobile pendant que le bébé est dans la baignoire ou se baigne. On en a également de plus en plus. Je vais aller maintenant du côté des troubles plus psychologiques. Donc on va délaisser la santé physique pour la santé mentale. Alors au niveau des troubles psychologiques, que disent les recherches? Plus le temps devant les écrans est élevé, on est bien ici dans des relations de corrélation. Ici, plus il y a des usages qui sont dysfonctionnels, je vais t'amener à le définir, plus il y a une augmentation des risques et des troubles affectifs du bien-être, qui sont les éléments suivants. On est bien d'accord qu'ici, je ne vous parle pas de relation de causalité, je vous parle de liaison, de corrélation, et non pas de causalité. Donc on s'est rendu compte que plus on est sur les écrans, plus on est anxieux, et plus on est dépressif. Alors de nouveau, il y a tout un tas d'hypothèses qui sont derrière, on pourra être éventuellement amené à les développer. Augmentation du stress, plus on est devant les écrans, smartphones, essentiellement des écrans où on est amené à communiquer avec les autres, et plus il y a du stress, notamment à cause du multitâche, ce que certains dans cette salle sont en train de faire sans doute en ce moment, ce que font nos étudiants aussi parfois, mais aussi le fait d'essayer de répondre tout de suite aux notifications quand elles arrivent des réseaux sociaux. Et donc on se met une pression pour répondre très vite, et ça augmente le stress. Donc le conseil qu'on donne tout simplement, c'est par exemple aux étudiants et aux élèves qui doivent travailler, d'enlever leur smartphone, y compris de la pièce. Parce qu'il y a des recherches qui montrent que quand le smartphone est même éteint, mais qu'il est dans le champ visuel, eh bien les élèves ou les étudiants, à chaque fois que le smartphone rentre, ils repartent pendant 2 à 3 minutes. Qu'est-ce qu'il y a sur mon smartphone? Est-ce que je l'ai éteint? Mais est-ce que j'ai les notifications, etc. Et il faut, quand on arrête une situation de concentration, il faut 5 à 10 minutes pour y revenir. Donc vous imaginez ici le temps qu'il faut lorsqu'on doit revenir sur une tâche de concentration, simplement parce que le smartphone est dans la vision, dans le champ visuel. Autre point également relativement délétère, la dépendance et ce qu'on appelle entre guillemets les troubles addictifs. Alors aujourd'hui, au niveau de tout ce qui est numérique, il y a un seul trouble qui est évidemment reconnu, c'est les troubles du jeu vidéo, reconnu par une classification qui est celle qu'on appelle la CIM 11, mais qui n'est pas reconnue par une deuxième classification, qui est une classification qui est utilisée actuellement par les psychologues et les psychiatres, qui est le DSM-5. Donc les troubles du jeu vidéo commencent à rentrer effectivement comme, entre guillemets, une addiction. Ça touche plutôt les garçons. Ce n'est pas une question de temps, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, voilà, tu es tant de temps devant les jeux vidéo, donc tu es addict aux jeux vidéo. C'est plus des questions de contrôle. Le garçon aimerait arrêter, mais il n'y arrive pas. Il continue à jouer, même s'il y a des aspects délétères de son jeu, et il le sait. Et il va y penser toute la journée, très souvent. Voilà les 3 critères qu'on est amené à donner lorsqu'on définit des troubles du jeu vidéo. De plus en plus, on se pose d'autres questions concernant les troubles de type addictif avec le smartphone.
Et vous le savez, on est tout le temps en train d'essayer de le toucher. Est-ce que c'est vraiment une vraie addiction ou pas? Pour l'instant, les travaux sont en cours. On manque de données scientifiques. Sur les réseaux sociaux, également, il y aurait une augmentation du nombre, effectivement, de troubles entre guillemets addictifs, ce qu'on appelle des comportements excessifs et problématiques. Mais ce ne sont pas des addictions reconnues en tant que telles, parce qu'on manque de recherche. Il y a des troubles également qui seraient proches de la dépendance avec les images pornographiques. On le sait, c'est un tabou, mais c'est comme ça. Il y a également des dépendances sur le phénomène de binge-watching, autrement dit ce phénomène qui consiste à regarder pendant toute une nuit ou toute une journée des séries, à non plus finir comme ça à la suite. Et ici, il y aurait effectivement aussi une relative dépendance. Et une autre dépendance, mais qui ne concerne pas directement le numérique, ce sont les jeux d'argent. C'est-à-dire que là, c'est pas le numérique qui est en jeu, c'est une personne qui a des troubles d'argent et qui, en plus, des troubles de jeu d'argent, c'est un beau lapsus, et qui se met en plus à jouer en ligne. Je continue toujours sur les troubles que l'on a aujourd'hui, troubles du bien-être, donc de la santé mentale. Au niveau affectif, la FOMO, Fear of Missing Out, c'est cette peur qu'ont un grand nombre de personnes quand ils sont très souvent sur les réseaux sociaux, qu'il se passe des choses sur les réseaux sociaux sans eux, que leurs amis s'amusent sans eux. Et donc, il y a une espèce de pression pour tout le temps être sur les réseaux sociaux, pour répondre très vite, de peur que les autres s'amusent sans nous. Et donc, c'est ce qu'on appelle la FOMO. Ça crée également des troubles affectifs et des altérations du bien-être. La nomophobie. Alors, nomophobie, c'est cette crainte que certains ont d'être sans mobile dans certaines zones où on ne capte pas, d'être sans batterie, par exemple, ou d'avoir un mobile qui est en absence de fonctionnement. Et donc, il y a certains qui ont, entre guillemets, cette nomophobie. Le terme est très mal considéré, mais c'est le premier qui était dans la littérature scientifique, donc on continue à l'avoir. Snapchat dysmorphia, terme compliqué pour dire tout simplement qu'il y a un grand nombre, ce coup-ci, c'est plus des filles, d'adolescentes. Et sur les réseaux sociaux, même si aujourd'hui on sait que la réglementation incite à être sur les réseaux sociaux à partir de 13 ans, pour la plupart des réseaux sociaux, beaucoup d'enfants, ils sont avant, j'ai des enfants, parce qu'avant 12 ans, on est enfants, et donc ce phénomène de Snapchat dysphoria, qui est un TOC, trouble obsessionnel compulsif, apparaît. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait de voir sa photo qui est filtrée par des filtres qu'on met soi-même, et on va se mettre des visages qui sont bien plus jolis que les visages qu'on a, que notre visage, autrement dit un nez plus fin, un visage plus fin, etc. Et ensuite on va voir le chirurgien. Il y a un grand nombre de chirurgiens qui témoigneront, et on a de la littérature là-dessus, qui disent effectivement qu'il y a surtout des filles qui viennent les voir en disant « je veux ressembler à mon image filtrée telle que je la mets sur les réseaux sociaux ». Donc ici, on est sur ce phénomène ici qui concerne Snapchat au départ, et puis après, évidemment, ça a été élargi à d'autres réseaux sociaux. Autre phénomène de trouble du bien-être, vous le connaissez, c'est le cyberharcèlement, la cyberintimidation, donc je ne vais pas développer, et fort médiatisé, la notion de revenge porn, autrement dit l'usage des images pornographiques qu'on a pu tourner avec son partenaire ou sa partenaire, et on va se venger, entre guillemets, pour harceler la personne. Autre trouble qu'on a également constaté dans la littérature, c'est les cyberchondries, entre guillemets. Qu'est-ce que c'est qu'une cyberchondrie? C'est le fait, lorsqu'on a un peu peur d'être malade, très souvent, on va sur les réseaux sociaux, on va sur les sites, sur les médias sociaux, pour regarder ce que peut être notre maladie. Donc on consulte des sites de médecine, grand public, et puis plus on consulte, plus on se trouve des problèmes, plus on trouve des problèmes, plus on consulte, et donc on commence à avoir peur, c'est ce qu'on appelle la cyberchondrie, c'est cette peur donc d'être malade et d'avoir des maladies qui sont très graves, envenimées par les réseaux sociaux ou les médias sociaux. Et enfin, trouble lié à des images. Autrement dit, on a plein de littérature également sur le fait que certains enfants, notamment, à cause de certaines images sur les réseaux sociaux, et puis même plus généralement à la télé, le numérique concerne aussi la télé, ont des troubles de sommeil à cause de ces images. Dans la littérature, on a également pas mal de recherches qui sont liées à ce point-là. Toujours sur ces problèmes liés à la santé, vous le savez, je ne vais pas davantage développer, mais plus le temps d'écran est élevé, plus il y a des risques d'avoir des troubles cognitifs. Alors les troubles cognitifs, c'est en gros des troubles du raisonnement et des troubles, entre guillemets, des raisonnements rationnels. Problèmes d'attention,
Problème de mémorisation, problème d'apprentissage, on le remarque chez nos élèves, on le remarque chez nos étudiants. Alors, quelle est la cause? Là, les recherches ne sont pas claires là-dessus. Une des causes qui est sans doute une des plus fortes, c'est parce que quand les enfants sont en dehors de l'école, trop sur le numérique, ils ont tendance à avoir un sommeil qui est raccourci, qui est retardé et de moins bonne qualité. Et ça, c'est un déterminant important des retards cognitifs, des problèmes d'attention et de mémorisation. Phénomène de multitâche également, sans doute également dans ces troubles cognitifs. Des problèmes toujours liés à la santé, mais ce coup-ci à la santé davantage psychosociale, des problèmes qui sont de l'ordre de l'anxiété et de l'isolement social. C'est-à-dire que plus on est sur les réseaux sociaux, plus on est sur Internet, plus on va être anxieux socialement et plus on va être isolé socialement. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on reste plutôt chez soi. L'ado ou l'enfant est dans sa chambre et a tendance à s'isoler des autres et il a tendance parfois à avoir de plus en plus peur des autres. C'est ça l'anxiété sociale. Une recherche qui se développe de plus en plus concerne les effets des technoférences. Technoférence, c'est un mot qui fait une synthèse de technologie et d'interférence. Donc technoférence, autrement dit, c'est lorsqu'on est en situation sociale et lorsqu'on utilise son mobile en situation sociale. Alors, lorsqu'on est entre amis, entre copains, etc., c'est relativement désagréable, et c'est ce qu'on appelle, il y a quelques recherches là-dessus, le snubbing, par exemple. Mais lorsque des parents sont avec les enfants, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi des vraies difficultés, qui pouvaient être des vraies difficultés de retard de développement des enfants. Lorsque la maman allaite, par exemple, et qu'elle est en train de regarder son mobile, l'enfant n'a plus la possibilité d'avoir un contact visuel avec elle. Et donc ça, on sait qu'il y a des retards de développement du bébé dans ce cas-là. On sait que certains ados se sentent relativement seuls lorsque les parents sont sur leur mobile, et il y a donc des troubles qui peuvent être des troubles de relative solitude sociale ressentis par les adolescents, de délaissement. Et enfin, sur des images qui peuvent être violentes, dans le cas des jeux vidéo, on s'est rendu compte que plus les enfants sont sur des jeux vidéo qui sont violents ou de compétition, pas forcément violents, il y a un développement d'impulsivité et de violence de par leur comportement par la suite, par des phénomènes d'apprentissage social notamment. Alors, après avoir vu les aspects délétères, je vais maintenant aller voir les aspects qui sont plus bénéfiques du numérique. Et je vais commencer ce coup-ci sur un type de jeu qu'on appelle les serious games, que vous connaissez. Alors les serious games, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait d'avoir des jeux vidéo, mais dans des objectifs, entre guillemets, sérieux, d'apprentissage, par exemple, de communication persuasive. Et un des cas de serious games, ce sont ce qu'on appelle les exergames, donc des jeux qui consistent à jouer tout en faisant de l'activité physique, Wii Sport, Just Dance, etc. On a des recherches là-dessus très intéressantes, puisque les résultats montrent que lorsque, par exemple, des adolescents qui sont en surpoids ou obèses jouent à ce type de jeu en collaboration, non pas seuls, mais avec d'autres, eh bien, ça permet de diminuer le poids, d'augmenter également les qualités de relation entre les joueurs et le sentiment d'efficacité personnelle. C'est-à-dire que l'adolescent qui est en surpoids commence à sentir qu'il peut faire quelque chose pour son poids. Et donc ça augmente quelque chose qu'on appelle de l'ordre des métacognitions, l'efficacité personnelle, on prend davantage confiance en soi. Et enfin, ça peut améliorer des troubles dépressifs, des performances cognitives et plus généralement le bien-être. Notamment parce qu'on fait de l'activité physique, c'est ludique, mais aussi on est en groupe et on est avec d'autres copains. Alors un mot maintenant, parce que c'est une grande question au niveau social, sur les réseaux sociaux. Alors, concernant les réseaux sociaux, on a des questions, est-ce que c'est bénéfique, est-ce que c'est délétère? Et là, les recherches sont extrêmement dynamiques sur cette thématique-là. Lorsque les réseaux sociaux sont utilisés activement, alors là, je vais prendre un peu plus de temps, parce que ce sont des recherches relativement récentes. Lorsqu'ils sont utilisés activement, qu'est-ce que ça signifie activement? Ça veut dire qu'on rentre en communication avec les autres. On n'est pas simplement là pour surveiller, pour regarder la vie des autres, mais on va vraiment entrer en communication, en relation. On s'est rendu compte que les effets sociaux, les effets des relations des réseaux sociaux sont plutôt bons. Autrement dit, on a effectivement des effets qui sont bénéfiques, qui peuvent être des effets allant de l'amélioration de l'image de soi jusqu'à
des sentiments de meilleure relation sociale avec les autres, même si c'est médiatisé par ordinateur. Alors pourquoi une bonne image de soi? Parce que sur les réseaux sociaux, les adolescents, les enfants, mais aussi les adultes, je pense que c'est ce que vous faites et c'est ce qu'on fait tous, on a tendance à se montrer de façon très valorisée. On se fait un joli profil, on se pose des jolies photos sur soi, on se met des jolis selfies, on se montre une vie qu'on n'a pas forcément peut-être, mais en tous les cas, notre vie sur les réseaux sociaux, elle est superbe. Très souvent, d'ailleurs, elle est mieux que la vie qu'on vit. Mais en tous les cas, les photos qu'on peut mettre en place sont plutôt sympas, sont plutôt bien construites. Et à partir de là, eh bien, ça donne une relative bonne image de soi-même. On est satisfait de l'image numérique qu'on peut donner. Alors après, il y a des recherches qui consistent à regarder maintenant le gap qu'il peut y avoir entre notre vie réelle et notre vie sur Internet. L'image que l'on a dans notre vie réelle et l'image que l'on donne par les réseaux sociaux. Des recherches sont en cours, les résultats pour l'instant sont relativement mitigés. Donc communiquer également avec ses amis sur les réseaux sociaux permet de garder la relation avec les amis de la vraie vie. Alors là, il y a eu beaucoup de recherches pendant le confinement, des recherches que nous avons d'ailleurs nous-mêmes menées, et qui montrent qu'effectivement, grâce aux réseaux sociaux, grâce à des apéritifs Skype, grâce à Skype, aux plateformes de communication audiovisuelle, il y a eu vraiment là-dessus une augmentation du bien-être social, ce coup-ci, dans les relations. C'est-à-dire qu'on a réussi à satisfaire des besoins sociaux qu'en général on satisfaisait hors ligne, en face à face. Eh bien, on s'est rendu compte que, et ça c'est pour la première fois, qu'on peut aussi les satisfaire par des plateformes de communication audiovisuelle. Autrement dit, il y avait un grand débat. Est-ce que l'être humain a besoin d'être en contact avec d'autres êtres humains, en face à face, pour pouvoir se sentir mieux? Alors ça, c'est tous les travaux qui ont été faits par les psychologues du développement, Bobli, etc., en disant, mais effectivement, on a besoin du contact avec les autres. Eh bien, il semblerait que, sur du court terme en tous les cas, pendant le confinement, on se soit vraiment senti mieux par ces intermédiaires qui sont médiatisés. Et ça permet aussi, de nombreuses études là-dessus, de percevoir des relations qui sont plutôt de l'ordre des soutiens sociaux. C'est-à-dire que quand on a un problème, quand on est en difficulté, bien, on est soutenu par les réseaux sociaux. Ça concerne énormément les ados qui ont des difficultés à en parler à leurs parents, à leurs frères et sœurs. Donc ils vont aller sur les réseaux sociaux pour pouvoir davantage se confier aux copains, aux copines. Et donc ça fait vraiment ici objet de médiation et ça marche. Ça fonctionne parce qu'on a des études qui montrent que l'adolescent, effectivement, quand il reçoit de bons conseils et qu'il a un bon soutien, rien que le fait de se savoir soutenu sur les réseaux sociaux, ça augmente son bien-être. Et c'est plutôt bien pour les adolescents qui sont dans des familles où on ne parle pas trop, où il y a des sujets tabous, où ça ne concerne pas la maman, le papa, ni le grand frère, la grande sœur. Et donc, j'en parle à mes amis. Et ça augmente effectivement le bien-être. On a de nombreuses études qui le démontrent. Mais chose aussi surprenante, c'est que quand on utilise les réseaux sociaux de manière, ce coup-ci, passive, eh bien, les résultats sont complètement opposés. C'est-à-dire que ici, on va être sur les réseaux sociaux, non pas forcément pour vraiment communiquer avec les autres, pour échanger, mais on va être sur les réseaux sociaux essentiellement pour regarder la vie des autres. Je regarde les photos, je regarde ce que font mes connaissances, je surveille certaines personnes que je connais un peu, on l'a tous fait. Mais si on le fait trop, et si ça prend trop de temps, cet usage, entre guillemets, passif, a des impacts, et je dis bien des impacts, ce coup-ci, il y a un lien de causalité, sur le bien-être, autrement dit, ça le diminue. Ça veut dire qu'ici, on va rentrer dans un processus, les psychologues et les chercheurs travaillent sur l'explication surtout, parce que ce que je suis en train de vous dire, ce sont des effets, ce sont des résultats. Maintenant, ce qui intéresse les chercheurs, c'est pourquoi. Comment ça se fait que lorsqu'on est sur des usages passifs, on a effectivement une diminution du bien-être et on se sent plus malheureux? Eh bien parce que, premier point, on a des comparaisons sociales avec les autres. C'est-à-dire qu'on regarde la vie des autres sur les photos, sur les selfies que les autres postent, et on compare avec la sienne. Et comme, ce que je vous disais tout à l'heure, la vie des autres, elle est magnifique sur les selfies des autres. Les autres, dès qu'ils font une soirée, c'est super, puis nous, qu'est-ce qu'on fait? On reste chez soi. Autrement dit, l'adolescent qui va vous dire moi, ma vie à moi, elle est nulle, par rapport à la vie de mes copains, c'est super, ils font plein de choses. Et donc, cette fabrication de la vie, cette fabrication de l'image des autres, que l'on compare à son image à soi, eh bien, elle est relativement néfaste, et on est sur des comparaisons qui sont biaisées,
qui affectent notre bien-être. Autrement dit, on pense que notre vie à nous, elle est nulle par rapport à la vie des autres. Et ça, c'est des comparaisons sociales lorsqu'on est sur une logique d'usage des réseaux sociaux qui est passif. Et deuxième point, eh bien, il y a des études qui montrent que ça fait ressortir également de la jalousie et de l'envie. C'est-à-dire que regarder cette vie-là, regarder les autres, eh bien, augmentation de la jalousie, augmentation de l'envie, et à force, on reste chez soi, on a une augmentation du temps avec des usages passifs, et bien on a montré qu'il y avait une relation assez étroite avec une augmentation de l'anxiété, voire même des troubles dépressifs. C'est ce qu'on appelle la dépression Facebook. La première fois que ça a été découvert, elle a été nommée comme ça, et puis on continue dans nos recherches à utiliser ce terme. Mais revenons maintenant aux aspects toujours positifs. Et dans les usages qu'on peut avoir également du numérique, on s'est rendu compte que de façon inconsciente, pas spontanée, de façon vraiment automatique, c'est-à-dire que lorsque vous êtes en état de stress, lorsque vous êtes en état d'émotion négative, eh bien, sans vous en rendre compte, votre système automatique, le système de pensée automatique, va se mettre à rechercher, à diminuer ou à augmenter, à réguler les émotions. Autrement dit, votre cerveau va chercher à diminuer les émotions négatives et diminuer le stress par les écrans. Alors on a des recherches qui le montrent là-dessus, ça a été fait dès les années 1980 avec la télévision, un chercheur qui s'appelle Zielman qui l'a démontré. Autrement dit, on utilise les images pour réguler notre humeur, sans même en avoir conscience. Autrement dit, par exemple, lorsqu'on a trop de stress, eh bien, ça nous détend de regarder quelques images, de regarder un film à la télévision. Des fois, on se dit, mais pourquoi je regarde, entre guillemets, ces bêtises à la télévision? Eh bien, la réponse est parce que votre cerveau en a besoin. Votre cerveau a besoin de passer en mode, en gros, repos. Je diminue le stress. Je me repose déjà physiquement, et en plus de ça, ça me permet de réfléchir, de penser à autre chose, et ça baisse ce qu'on appelle la rumination mentale. Quand on a des ruminations mentales, c'est le fait d'avoir des pensées en boucle sur un sujet, qui est assez fréquent chez les personnes qui souffrent de troubles anxieux, mais pas que, hein, ça nous concerne tous, on en a parfois dans certains moments de la vie. Puis on s'est rendu compte qu'un peu spontanément, on va sur les écrans. Et cet usage des écrans va nous faire diminuer ces émotions négatives. Mais de l'autre côté, et c'est un processus différent, on va aller sur les écrans ce coup-ci pour augmenter nos émotions positives. C'est-à-dire qu'on va rechercher des films, par exemple, et c'était très fortement démontré pendant le confinement, des films qui sont des films très fortement divertissants. Des films humoristiques. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, pendant le confinement, il y a une augmentation des films sur des comédies, des films où il y a De Funès. Je crois que c'est la première fois qu'on voit autant de films de De Funès qui sont passés sur un laps de temps très court. Eh bien, parce que les chaînes de télévision avaient montré qu'il y avait une augmentation de l'audience, les gens avaient besoin de films divertissants, et on va utiliser les écrans pour réguler notre humeur à ce niveau-là. Donc, augmentation des émotions positives avec les écrans, diminution des émotions négatives, autrement dit, sans même en avoir conscience, on régule notre stress. Et c'est même quelque chose qu'on peut conseiller, parce qu'on a des résultats intéressants au niveau des recherches. Lorsque on est un peu stressé, lorsque on a passé, par exemple, une phase où on a beaucoup réfléchi, on est en phase même à conseiller pour des élèves lorsqu'ils ont passé beaucoup de temps à essayer de résoudre des problèmes, à faire des devoirs qui exigent une grande capacité d'attention. L'attention, le cerveau humain en pleine attention et en pleine focalisation de ressources cognitives ne tient pas plus de 20 minutes. Mais quand on est pendant 20 minutes ou même 40 minutes maximum, quand on est en attention qui est un peu moins élevée, eh bien c'est toujours sympa d'aller faire une petite pause, à condition bien sûr de garder un temps limité, en allant voir une petite vidéo drôle sur Internet. Alors chacun choisit ses vidéos drôles, ça peut être des chats, ça peut être etc. Sur un court temps, ça peut être extrêmement intéressant pour essayer de ressourcer sa régulation émotionnelle et d'aller chercher des émotions positives. Alors ça, on a démontré que ça marche plutôt bien. Les écrans également dans les aspects positifs et le numérique, bon, vous le savez, de nouveau fortement démontré pendant le confinement, il y a pas mal de fonctionnalités. Alors on entend énormément
de personnes qui critiquent les écrans et le numérique, mais il ne faut pas oublier que derrière l'écran et le numérique, eh bien, il y a tout ce qu'on entend depuis ce matin, la capacité à apprendre, la capacité à s'informer, la capacité à acheter, la capacité à jouer également. Donc ça, c'est des fonctionnalités qui sont indéniables. Et ça rentre aussi dans le bien-être. Autre type également de résultats intéressants, c'est sur ce qu'on appelle le bien-être eudémonique. Alors le bien-être eudémonique, mot compliqué, mais qui va vous intéresser. Pourquoi? Parce que quand on parle de santé aujourd'hui, qu'est-ce que la santé? La santé, elle est définie par deux aspects. Déjà, un, c'est l'absence de maladie, que ce soit santé physique ou santé psychologique. Absence de maladie. Mais ce n'est pas que ça. La santé, c'est aussi en plus le bien-être. Alors on voit sur l'éducation aux médias aujourd'hui qu'il y a, depuis quelques mois, me semble-t-il, peut-être 1 ou 2 ans, dans le programme, l'entrée de l'apprentissage aux éléments qui sont liés à la santé. Autrement dit, comment est-ce qu'on peut, et on en a parlé ce matin notamment, comment on peut faire en sorte de faire apprendre aux enfants, d'utiliser au niveau scolaire les écrans et le numérique, mais tout en préservant la santé. On a parlé ce matin, par exemple, que l'élève a besoin de bouger dans la classe, que l'élève a besoin aussi d'avoir des interactions avec ses professeurs, par exemple. Et à partir de là, la santé, c'est donc aussi le bien-être qui se surajoute à l'absence de maladie. Autrement dit, aujourd'hui, la santé, qu'est-ce que c'est? C'est l'absence de maladie plus le bien-être. Et donc, vous voyez la conférence que je suis en train de vous faire là, on est dans la santé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que le bien-être, c'est une espèce de lubie. Et ça, c'est une vraie question philosophique. Certains vont vous dire que le bien-être, c'est une lubie de certains pays capitalistes, libérales, parce que c'est une société très individuelle qui est centrée sur le bien-être. Alors, on peut avoir ce raisonnement-là. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais il faut savoir que dans tous les pays sur cette planète, il y a, entre guillemets, une recherche du bonheur. Et le bonheur, le terme scientifique, c'est le bien-être. Et on s'est rendu compte par des recherches que chaque civilisation, à chaque moment de l'histoire, que chaque pays recherche le bonheur. Chaque culture recherche le bonheur, que ce soit des cultures collectivistes ou individualistes, mais le type de bonheur et donc le type de bien-être va être différent. Dans nos sociétés à nous, on n'est plus sur un type de bien-être qu'on appelle le bien-être hédoniste, autrement dit le plaisir. Je veux me faire plaisir. Alors les ados sont dedans, les enfants sont dedans. Quand on demande à un ado qu'est-ce qui l'intéresse, je veux m'éclater, je veux me faire plaisir. Plus on prend de l'âge, plus ce qui va nous intéresser, ça va être le bien-être eudémonique, c'est-à-dire le fait d'avoir des valeurs et d'avoir des activités qui correspondent à nos valeurs. Si la valeur, c'est le partage social, avoir des activités qui correspondent à notre partage social. Si nos valeurs, c'est de se développer, c'est de développer ses capacités, ses compétences personnelles, par exemple sentir qu'on joue de mieux en mieux de la musique, sentir qu'on est capable de mieux se maîtriser, par exemple dans la recherche d'une espèce de perfection personnelle, eh bien ces individus-là vont trouver un grand bien-être dans le bien-être eudémonique. Eudémonique, donc ça c'est un terme il y a beaucoup de recherches là-dessus, et donc la question qu'on pose nous les chercheurs, et notamment dans le laboratoire où je travaille, c'est est-ce que les écrans, est-ce que le numérique peut accroître notre bien-être démonique? Le bien-être hédonique, c'est clair que oui. Je vous en ai parlé, ce sont les émotions. Mais le bien-être démonique, eh bien, on a des recherches qui montrent que oui, ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est-à-dire qu'on peut développer un meilleur sens de sa vie par les écrans. Comment? Eh bien, notamment par tout ce qui est de l'ordre des films. Un bon film, ici, permet effectivement de développer le bien-être démonique, de donner plus de sens à sa vie, à condition bien sûr qu'on réfléchisse sur le film, qu'on en parle éventuellement autour de nous. Et alors le cinéma français est très bien pour ça. Les films français sont très bien pour ça. La culture française est très bien pour ça. Il n'y a pas que celle-ci. Mais ici, pourquoi est-ce que souvent on oppose au niveau de la culture sur les écrans, hein, je ne suis pas en dehors du sujet, entre les films américains et les films français, parce que les films français développent davantage le bien-être démonique. On monte des drames dans la vie, on apprend comment se sortir de ces drames. Eh bien, on s'est rendu compte que quand on est sur ces écrans-là, et qu'on regarde ce type de film, eh bien on donne un plus grand sens à sa vie, on apprend à résoudre des problèmes, et l'adolescent aussi, à son niveau, apprend parfois comment on doit se comporter avec un garçon avec une fille avec un garçon. Alors je vous parle de films qui sont intelligemment faits. Je ne vous parle pas de certaines émissions où on montre en émission de télé-réalité des choses qui ne sont pas forcément intéressantes. Je vous parle ici de divertissements qui sont de type eudémonique.
On a enfin un troisième type de bien-être sur lequel on travaille, donc je récapitule, bien-être hédonique, émotion, bien-être démonique, sens de la vie, valeurs personnelles. Et enfin, troisième type de bien-être, le bien-être social. Voilà les trois choses qui font notre bonheur dans la vie. Les trois choses. Bien-être social, c'est fortement dans les pays collectivistes, mais de plus en plus chez nous aussi. Eh bien, le bien-être social, c'est la relation qu'on a avec les autres. Quand vous êtes en relation avec les autres, à condition que ce soit des relations qui soient intéressantes, enrichissantes, et qui donnent aussi du sens à sa vie, eh bien, on s'est rendu compte qu'on était plus heureux. On était plus heureux. Aujourd'hui, les chercheurs ont en ligne de mire le lien numérique bonheur, le lien numérique bien-être. Et donc, pendant le Covid, on l'a vu aussi, quand on est en relation avec les autres par les écrans, ça fonctionne. Alors bien sûr, ça ne remplacera jamais le face-à-face. Mais il y a des personnes malades, il y a des personnes qui ne peuvent pas voir en face-à-face, il y a des personnes qui sont dans des maisons de retraite, il y a des personnes, etc. Eh bien, la relation par les écrans permet d'améliorer le bien-être social. Alors, au final, effectivement, les écrans, même si au niveau du bien-être social, il vaut mieux avoir la relation en face-à-face, eh bien, on s'est aperçu que ça fonctionne quand même. Autrement dit, avoir des amis en numérique, quelque part, c'est mieux que de ne pas en avoir. Et quelque part, ça nous permet effectivement d'améliorer notre bien-être. Donc, les ados qui sont très souvent en train de communiquer sur les réseaux sociaux, bien sûr, à condition qu'on limite le temps, mais ce n'est pas forcément néfaste quand ils n'ont pas des usages passifs, mais des usages qui sont plutôt actifs. Autrement dit, en conclusion, ici, aujourd'hui, par rapport à tout ce que je viens de vous indiquer, quels peuvent être les enjeux du système éducatif et plus généralement de la société dans laquelle on vit par rapport à cette histoire de numérique. Aujourd'hui, on est quelques-uns à penser qu'on est à un moment de notre civilisation, de l'histoire de l'humanité, où on a besoin de développer davantage une intelligence numérique. L'être humain, il s'adapte, il s'est toujours adapté depuis la nuit des temps grâce à son intelligence. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec l'arrivée du numérique, il va falloir qu'il s'adapte à ce numérique. Ce n'est pas encore le cas. Il y a des addictions, il y a des mauvais usages, il y a des excès d'usage. Donc on est en train de tâtonner. Mais il va falloir apprendre l'intelligence numérique. Alors logiquement, ce n'est pas au système éducatif de l'apprendre. Mais le problème, c'est que si c'est quelque chose qui est appris ou qui devrait être appris par l'éducation parentale, familiale, on a malheureusement affaire à des parents qui sont parfois eux-mêmes addicts. Il y a des très grandes inégalités sociales vis-à-vis des écrans. Et donc, dans certaines familles, on est énormément sur les écrans à cause de ces inégalités sociales notamment. Et donc, ce n'est pas forcément le meilleur lieu. Alors c'est là que l'école peut prendre le relais. C'est-à-dire qu'il faut, à mon avis, davantage augmenter, apprendre à augmenter les compétences en matière d'intelligence numérique en se préoccupant de sa santé et de son bien-être. À savoir, trois choses. Déjà, et je l'ai entendu ce matin aussi, bien connaître les apports et les effets délétères des écrans, notamment les recherches scientifiques. Autrement dit, les enseignants ont un intérêt certain à regarder ce qui se fait en matière de développement de recherche scientifique sur les aspects santé physique, santé mentale, bien-être. Donc bien connaître les recherches scientifiques, première condition. Deuxième condition, apprendre à gérer et maîtriser ses comportements numériques. Et là, je vous disais que pour l'instant, l'évolution de la société dans laquelle on est n'est pas encore arrivée à ce stade de maturité, mais ça va venir. En tous les cas, on espère. De manière à développer sa maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est ce phénomène de contrôle de soi. Le contrôle de soi, c'est ce qu'on apprend aux enfants très tôt, en leur disant par exemple, il ne faut pas que tu manges en dehors des repas, tu dois tenir la porte à une personne qui est derrière toi, on leur apprend des choses, on leur apprend à se contrôler. Eh bien, voyons le numérique comme étant un outil extraordinaire pour apprendre aux enfants à se contrôler. Autrement dit, on apprend avec eux des compétences liées à la maîtrise de soi. Et ça permet également à améliorer leur propre contrôle de soi, maîtrise de soi. Mais c'est un gros travail à faire aussi pour les adultes. Combien sommes-nous dans cette salle à se dire « là maintenant je vais arrêter d'aller sur les réseaux sociaux, je vais moins le faire », seulement on n'y arrive pas. Une des raisons, c'est qu'on manque de contrôle de soi, ce n'est pas la seule. Le contrôle de soi, il n'y a pas d'âge pour l'apprendre. Il n'y a pas d'âge du tout pour l'apprendre, c'est un muscle, entre guillemets, qui peut s'apprendre à tout âge de la vie et qui a besoin, ceci dit, de ressources, d'un besoin de motivation pour développer son contrôle de soi. Plus il est développé tôt sur les enfants au niveau du numérique, mieux c'est. Mais l'âge de l'adolescence, c'est le moment idéal pour apprendre
le contrôle de soi. Donc, autrement dit, apprenons avec les enfants, quand on est parent, à fixer ensemble les règles. Je sais bien que ce n'est pas simple. Moi-même, j'ai eu des enfants qui étaient adolescents. Ce n'est pas simple. Mais ceci dit, ici, c'est une opportunité énorme avec le numérique. Se fixer des buts avec les médias dans un temps limité. C'est-à-dire que cette notion de temps limité est, à mon sens, fondamentale. C'est-à-dire qu'on donne le temps, y compris pour vous ou pour nous. C'est-à-dire on se dit, je vais sur les réseaux sociaux, je m'arrête au bout de 5 minutes ou de 10 minutes, point. Et on le fait, et on s'y tient. Mais vous voyez, le principe des réseaux sociaux, c'est très bien fait au niveau addictif. C'est que ce sont des plateformes qui vivent par l'économie et par l'économie financière, mais l'économie, vous le savez, de l'attention, comme il dit souvent. Autrement dit, les plateformes essayent de mettre tout un tas de petits gadgets, ce qu'on appelle, nous, des affordances. Autrement dit, des possibilités que l'on a d'avoir en permanence des divertissements. C'est-à-dire que les plateformes savent très bien que être trop sur les réseaux sociaux en usage passif, ça stresse, c'est anxieux, ça provoque de l'anxiété. Mais la plateforme va vous proposer des moments de détente avec des vidéos qui sont intégrées, avec des petits jeux. Donc les plateformes, c'est super bien fait. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a le poison, mais on vous donne aussi le contrepoison. Et puis après, on vous met bien sûr des publicités. Donc, à partir de là, la plateforme va tout faire pour vous faire rester le plus longtemps possible. À nous d'être plus forts. À nous d'essayer, par ce temps limité, par ce contrôle de soi, d'effectivement d'aller au-delà de ces volontés addictogènes des plateformes. Et les plateformes telles qu'on les a aujourd'hui sont très bien faites. Et là, ici, un petit clin d'œil à nos collègues américains chercheurs qui travaillent sur la fabrication de ces plateformes, puisqu'on a des chercheurs qui travaillent avec des phénomènes d'imagerie, de résonance magnétique, des phénomènes où on étudie comment le cerveau fonctionne, et à partir de là, ils donnent un coup de main aux grandes plateformes pour pouvoir faire des affordances qui sont le plus addictogènes possible. On a ce type de recherche au niveau des plateformes, et donc nous, on a démontré, par exemple, que lorsqu'on est en situation d'arrivée d'un message ou d'une notification, vous avez ici une petite arrivée d'une neurohormone qu'on appelle la dopamine, et qui fait qu'à chaque fois que vous avez des notifications, vous avez un petit plaisir qui arrive. Mais vous ne savez pas ce que c'est. Et c'est ça toute la force des plateformes, c'est qu'on vous envoie une notification, il y a la surprise. Ah, qu'est-ce que c'est? Et vous savez, une fois qu'on ouvre, on a envie d'y aller. Donc c'est un peu comme un réfrigérateur, vous savez qu'il y a des belles choses dedans, mais vous ne savez pas quoi, alors on a envie d'ouvrir, puis on regarde, puis après on a envie de manger. C'est exactement comme ça par les notifications. Donc c'est bien fait, hein. Ce phénomène addictogène est plutôt bien fait, à nous d'être plus forts. Et enfin, cette intelligence numérique, troisième point, doit nous permettre aussi, une fois qu'on a développé les deux premiers, de prendre conscience que la vie n'est pas sur les écrans, que la vie, elle est en dehors, que la vie, elle est dans le développement et l'équilibre de loisirs, surtout pour les enfants, surtout pour les adolescents, qui sont articulés des loisirs individuels et collectifs, qui sont aussi alterner, je vais y arriver, des loisirs sérieux avec des loisirs qui sont à base de projets, très importants pour les ados, d'avoir une activité physique ludique, de développer bien sûr son bien-être hédonique, mais aussi son bien-être eudémonique. Et c'est là que le téléphone, le smartphone pour les ados peut jouer tout son rôle, c'est que le smartphone peut accompagner, mais en étant secondaire par rapport à ces objectifs-là. C'est-à-dire que, par exemple, on peut prendre des photos de l'activité de loisir qu'on est en train de faire. Mais la photo en tant que telle, les réseaux sociaux en tant que tels ne sont plus l'activité principale. C'est j'explique à mes copains ce que je fais en dehors. Et ici, la logique est différente. C'est-à-dire que ce n'est pas une logique d'aller sur les réseaux sociaux prioritairement, mais d'être accompagné du smartphone lorsqu'on fait ce type de loisirs sérieux, ce type de loisirs collectifs, d'alternance avec de l'individuel, etc. Donc je pense que l'intelligence numérique, aujourd'hui, c'est ça, c'est la capacité à développer ces trois aspects. Et quand on est parent, je pense que le plus tôt possible, il faut apprendre à l'enfant à développer cette intelligence numérique. Nous-mêmes, en tant que parents, eh bien, il faut aussi qu'on apprenne à le faire, davantage notamment au niveau du contrôle de soi. Et si jamais ce n'est pas fait par les parents, je crois que c'est aussi le travail du système éducatif que de le faire à cause de ces inégalités sociales. Voilà, vous trouverez un grand nombre de ces références et des éléments que j'ai pu développer sur cette slide-là, notamment dans le livre que j'ai écrit ou qu'on a écrit avec Marie-Pierre Fourquet, qui s'appelle « Connecté et heureux, du stress digital au bien-être numérique ».
Voilà ce que je voulais vous dire sur ces aspects liés à la santé mentale, physique et au numérique. Merci Monsieur Courbet pour cette intervention très riche. Pour l'instant, nous n'avons pas de questions dans le chat. Moi, j'avais une question à vous poser. Vous avez parlé dans votre dernier point de l'intelligence numérique. Quel serait l'âge à partir duquel on peut commencer finalement à éduquer cette intelligence numérique ? Alors, déjà, moi je suis assez scandalisé quand je vois des parents qui, dès que l'enfant naît, au bout de quelques jours, on le met devant des écrans, on lui montre le smartphone, etc. Pas d'écran avant 3 ans. Ça, c'est quelque chose qui est clair. Quelques secondes, mais pas d'écran avant 3 ans. À partir de 3 ans, l'enfant commence à développer un certain nombre de compétences cognitives et également psychosociales. Donc, on peut commencer à lui expliquer, je pense, à partir clairement de 3 ans. Bien sûr, avant. Mais s'il voit ses parents avant être tout le temps sur les écrans, ça va être difficile par la suite de lui expliquer qu'il ne faut pas y aller. Donc c'est aux parents à montrer le modèle. Mais cognitivement, l'enfant, il est apte, je pense, à partir de 3 ans. Évidemment, plus il va grandir, plus on va un peu complexifier et lui expliquer qu'à partir de 12 ou 13 ans, là, il peut aller légalement, ou autrement dit, sur les réseaux sociaux, on peut effectivement commencer à lui expliquer les pièges de façon vraiment très transparente. Concernant, vous avez parlé des serious games, il y a un certain nombre de serious games qui sont disponibles au niveau éducation nationale. Est-ce que vous avez des recherches là-dessus sur les effets de ces serious games ? Oui, alors on a effectivement travaillé sur l'évaluation des effets de certains serious games. Alors il faut savoir que les serious games, c'est dans tout un tas de domaines. C'est l'apprentissage, c'est l'éducation en santé, l'éducation thérapeutique. Par exemple, vous avez les serious games pour, vous savez sans doute, pour apprendre par exemple, pour les diabétiques à gérer par eux-mêmes leur insuline. Vous avez des serious games professionnels pour apprendre aux médecins à opérer. Vous avez des serious games pour apprendre aux enfants à mieux écrire, compter, etc. Vous avez les serious games qui vont davantage travailler sur de la communication persuasive, qui va être d'inciter les gens à davantage trier les déchets. Globalement, on ne peut rien conclure sur les serious games tant qu'on n'a pas testé. Tester, retester. Et les scientifiques vont même plus loin, parce qu'on essaye de comprendre, une fois qu'on a fait les effets, comment ça fonctionne sur le plan cognitif, psychosocial, etc. Mais déjà, au moins, tester les effets. Effectivement, beaucoup de serious games fonctionnent. L'enjeu, ça va être de se dire, déjà, est-ce que c'est rentable sur le plan économique ? Quels sont les effets délétères ? Parce qu'il y en a quand même, notamment, il faut pas, quand on est trop sur les serious games, il y a des effets qui ont été mentionnés. Et ensuite, comment ça fonctionne et comment on peut faire progresser les gens avec. Parce qu'une des difficultés des serious games, c'est qu'on n'a pas de gameplay, comme on dit, c'est-à-dire la capacité à avoir des jeux aussi marrants que les jeux vidéo. Donc le serious game, au bout d'un certain temps, on se lasse très vite. Ouais, c'est sérieux, c'est pas forcément ludique, c'est pas forcément aussi amusant que FIFA ou Fortnite, par exemple. Donc c'est un vrai enjeu quand on a des enfants qui sont sur des jeux vidéo qui sont très ludiques, de leur dire maintenant tu te mets sur ce jeu vidéo là qui est un peu bizarroïde et ils abandonnent assez vite, et donc ça manque de motivation. Mais globalement, beaucoup de serious games fonctionnent, mais on ne peut pas travailler sur l'intuition, il faut tester et retester. Écoutez, on n'a pas de questions. Je pense que vous avez eu un propos très clair. Donc, on va conclure là. Merci beaucoup. Merci à vous.